Bonjour à tous, c'est Lumière pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Marie Lebel. On va parler de Furiosa, Mad Max Saga. Soyez prêts, ça commence dans un instant. Eh Marie, ça va? Ça va bien, merci. Et toi, Denis? Ça, très bien. Et écoute, j'ai déjà lu quelques critiques des gens que je connais qui étaient au Oh, visionnement avec nous hier. Euh, Puis c'est bien de faire la critique rapidement, t'es les premiers, mais je voulais prendre le temps, de me reposer et de digérer le film. On était voir Furiosa et Mad Max Saga, c'est même que ça s'appelle, oui, c'est une saga Mad Max en français. Et puis, je voulais avoir ta collaboration, vu que tu étais là aussi pour le film, pour le visionnement, pour qu'on puisse dire aux gens si ça vaut la peine de sortir de chez soi, de sortir des sous ardument gagnés, de les dépenser au cinéma avec un beau gros popcorn, une boisson froide, glacée par des temps chauds qui courent présentement, et d'aller voir la cinquième aventure de George Miller dans un désert, des dunes post-apocalyptiques. Donne-moi ton super. impression là-dessus. Ben écoute, moi j'ai beaucoup aimé Furiosa. J'ai Mhm. beaucoup aimé Furiosa. J'ai trouvé si on peut l'appeler comme ça, son origin story, elle était très bien racontée. Euh, j'ai trouvé que c'était bien amené justement euh, pour une fois aussi dans la saga Mad Max, comme on est, en tout cas dans la saga Mad Max qu'on connaît avec le film précédent, on explique qu'est-ce qui s'est passé. D'une certaine façon, là. C'est un peu comme... c'est drôle parce que ça me fait penser un peu l'introduction de comment le monde est parti en déchéance. Ça me rappelle un petit peu la saga de la planète des singes, un peu comment c'est expliqué. Justement, on passe une petite minute et demie dessus, on entend des voix, on entend des trucs, puis là, on arrive, le monde est perdu, on est dans le désert, puis Furiosa fait partie de cette espèce de petite oasis dans ce que j'ai pensé être soit l'Afrique, soit l'Amérique du Sud, ou enfin un monde qu'on ne reconnaît plus. Ça Et se passe puis en justement, Australie. Ça se passe en Australie. Ça, c'est, ils montrent la map Monday, là, quand tu vois la planète puis ça se rapproche, on voit les terres d'Australie. voilà, c'est ça, ça se rapproche justement en tout cas, un monde qui est complètement aride, sec, désertique. Puis elle fait partie de cette petite communauté qui vit dans une espèce d'oasis qui est inconnue du monde. Puis ils gardent férocement c'est ça qui garde férocement le secret sur cet endroit. C'est-à-dire que n'importe qui d'extérieur qui y pénètre est probablement, enfin, condamné à mort d'une certaine façon parce qu'il faut absolument pas que le word get out que le Green Place existe, parce que sinon, justement, on voit dans les images, justement, le monde est devenu complètement fou. Le monde est devenu, c'est une dystopie qui est très poignante. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que, justement, dans cette origin story, on comprend, en tout cas, moi, j'ai compris mieux les motivations de Furiosa qu'on retrouve dans le film précédent qui est Mad Max. Puis justement, dans le film, etc. On fait un petit parallèle à la fin qui était vraiment, j'ai trouvé que c'était une très bonne chose à faire, une très, très bonne chose à faire. J'ai trouvé que c'était vraiment, c'est un monde infernal. C'est un monde infernal et quand même assez angoissant parce que c'est vrai que j'ai l'impression, c'est soit la montée des eaux, soit la montée du sable dans le réchauffement climatique. Donc, on va dire que c'est un avenir plausible, puis c'est un avenir qui est terrifiant avec ces espèces d'îlots, de cités humaines qui sont contrôlées par des gens qui sont tous aussi fous les uns que les autres. Voilà, donc on rencontre justement la personne qui a kidnappé Furiosa. J'ai oublié son nom, joué par Chris Hemsworth. Moi, j'ai Ouais. trouvé que c'était un rôle qui lui collait à la peau, puis limite d'une certaine façon, parce que il était très en symbiose Dementus. avec le personnage de Furiosa. Dementus, pas Dementor, mais Dementus. Dementus, mais d'une certaine façon, il a volé le show.
C'était mon impression. Je ne voulais pas trop à partir avec ça parce que. Mais c'était un personnage parfait pour lui parce que, justement, comme on peut voir sur les bandes annonces, en plus, c'est drôle parce qu'ils lui ont mis une cape rouge. Ça rappelle un peu Thor. Oui, c'est Thor Wish. L'édition Wish. C'est l'édition Wish de Thor, mais c'est une édition Wish crackpot complètement éclatée. Puis justement, tu sais, son personnage est très humoristique et très dur et très sarcastique. Et tu vois qu'il y a quand même un grain qui est complètement fou, mais qui sait ce qu'il fait. Donc, j'aime beaucoup cette espèce de folie meurtrière que les personnages ont. J'ai trouvé qu'il était beaucoup plus... son personnage avait plus de cohérence avec le méchant. Immortan Joe. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé que ce personnage-là, c'était un personnage qui était beaucoup plus plausible dans l'univers de Mad Max, en fait. Justement, c'est ce nomade un peu conquérant, puis qui rappelait énormément, j'ai beaucoup aimé cette espèce de petit parallèle-là qu'ils ont rajouté dans Furiosa, pardon, qui faisait en sorte que ça faisait très univers un peu romain. Un peu à la romaine, hein, avec son espèce de char romain à la Ben-Hur, qui est faite de moto, puis avec aussi... on a aussi des signes de signalétique romaine, pour ceux qui s'y connaissent un peu, là, le rouge, le rouge, le noir, des drapeaux rouges en V, en croix, des choses comme ça. C'est vraiment... Moi, j'ai trouvé que c'était super comme touche. La DA, absolument incroyable. Puis écoute, moi, c'est drôle parce que pendant que je regarde le film, je me disais, ah tiens, c'est marrant, même dans l'Apocalypse, eux, ils ont des belles routes. Donc... Montréal, vu que Montréal. Voilà, c'est mieux Montréal en tout cas. Mais enfin, moi, j'ai passé un très bon moment. Puis oui, ça vaut la peine, même s'il fait beau ces temps-ci, de venir se mettre dans une belle salle de cinéma que j'ai envie de dire climatisée, pour ceux qui sont sensibles au chaud, puis de passer un bon moment. Anya Taylor-Joy, je l'ai trouvée bonne dans le rôle de Furiosa. C'est un personnage de peu de mots. Hein, c'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup, mais c'est à cause justement du personnage qui fait une forme de mutisme au début, puis on n'entend pas beaucoup parler. Vers la fin, on entend plus parler, puis quand elle parle, c'est important, donc c'est ça qui compte. Mais comme je dis, c'est ça, c'était un bon choix de casting. J'ai beaucoup aimé voir justement les us et coutumes de d'autres places que juste la Citadelle. Donc, j'ai envie, en tout cas, moi, ça me donne envie. Hier soir, je suis rentrée chez me coucher, mais ce soir, j'ai regardé Mad Max de nouveau parce que là, j'ai l'impression d'être dedans. Puis, il faudrait faire plus de films comme ça, où c'est pas un film qui est très long. Hein? 2h30, le film. C'est ça, c'est un film de 2h30, mais qui se regarde bien parce qu'il n'y a pas de temps mort. Oui. Puis ça s'enchaîne beaucoup. Il y a bien évidemment des belles scènes de bagarre sur les voitures, les autoroutes. Beaucoup de créativité là-dedans aussi, avec certains personnages nouveaux, hein, bien évidemment. Puis moi, celui que j'ai, on va dire, mon petit coup de cœur, ça a été l'espèce de petit mime personnalisé que Chris Hemsworth avait. À chaque fois qu'il s'adressait à la foule, il avait cette espèce de petit sbire qui était à côté de lui puis qui mimait qu'est-ce qu'il disait. Puis c'était hilarant. Vraiment, c'est un film avec beaucoup de touches d'humour quand même. Puis je trouve que c'est bon parce que le comic relief est très bien équilibré. Parce qu'effectivement, c'est un monde qui est très dur, très brutal, des scènes quand même assez horribles de mise à mort, de choses comme ça, puis de monde qui se mutile. Parce que bon, voilà, on peut voir que c'est un monde dans lequel les êtres humains, déjà, ils naissent avec beaucoup de difformités, puis etc., dû à l'environnement qui est comme parti en sucette, je pense. Mais aussi, justement, à cause du fait que, voilà, pour le peu d'humains qui restent, ils se reproduisent un peu tous entre eux. Puis aussi, on voit ce que j'avais pas vu en tout cas, ce que je n'ai pas le souvenir d'avoir vu dans Mad Max, peut-être que le fait de le revoir ce soir, ça va me le rappeler, mais effectivement, on est un peu comme dans le Book of Eli, on a du cannibalisme, des scènes qui sont un peu compliquées à mettre en scène, effectivement, qui sont un peu graphiques aussi, mais en tout cas, j'ai trouvé que l'équilibre était parfait parce que si ça avait balancé trop d'un côté ou trop de l'autre, trop humoristique, ça aurait pas été assez sérieux, et trop gore, ça aurait été trop dark. Donc, franchement, moi, je donne un très bon, un mérité 8 sur 10 à Furiosa. Un 8 sur 10 à Furiosa parce que j'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup aimé
voir tout cet univers qui a été créé autour de Furiosa. Parce que, OK, c'est son histoire. L'histoire est construite autour d'elle, sauf qu'il y a tellement plein de nouveaux beaux personnages qu'on voit qui sont autour d'elle, qu'on ne s'attendait pas, en fait. Moi, je trouvais que c'est une belle surprise parce que c'est vrai que si tu m'avais dit 2h30 juste sur Furiosa, moi, c'est ça que je m'attendais. Puis finalement, c'est pas du tout ça. Puis je suis agréablement surprise. Alors voilà, ça, c'est ce que j'ai pensé de Furiosa. Okay, moi, je vais juste lire vite le synopsis officiel du site web de Warner Bros. Canada, où ils disent alors que le monde s'écroule, la jeune Furiosa est kidnappée lors d'un raid de l'oasis féminine idyllique où elle vit et tombe entre les mains de la grande horde de motocyclistes menée par le seigneur de guerre Dementos! Parcourant les zones dévastées, il se retrouve, il au pluriel, ils se retrouve à la citadelle avec à sa tête et Morton Joe qu'on a vu dans Fury Road. Pendant que les deux tyrans se livrent une guerre de domination, Furiosa affronte de nombreux défis afin de trouver le moyen de retourner chez elle. On parle beaucoup de Furiosa dans le synopsis, mais moi, je vais dire mon point de vue là-dedans. Autant que, c'est quoi, Anya Taylor, est-ce que son nom encore? Anya Taylor-Joy. Elle est incroyable comme actrice. Ça, je vais lui donner ça. Mais là-dedans, elle n'est qu'ombre à Chris Hemsworth. Elle n'est qu'ombre. Chris Hemsworth, lorsqu'il est à l'écran, on ne voit rien d'autre. Son personnage est tellement... je disais à Isabelle quand on est sorti, il me rappelle, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais les vieux, dans ce temps-là, c'était pas sûr que ça, là, mais les vieux Marvel Super Heroes, tu sais, où c'était comme des comics qui bougeaient là, avec la bouche seulement, un peu les ancêtres des têtes à claques. Puis là, tu avais le méchant, puis tu vas voir ce que je veux dire, mais tu avais les méchants typiques. Ah, l'araignée, je vais te tuer! Tu sais, la voix diabolique des années 70. Puis Chris Hemsworth garde son accent australien. Donc, déjà là, il sonne différent. Et se donne une voix de vieux méchant il y a 50 ans. Tu sais, le Oh, I want what you have! C'est Chris Hemsworth, ça. Il disparaît pour une des rares fois. On ne voit pas le personnage de Marvel. On voit pas. Il nous fait une Gary Oldman, tout simplement, hein, ou une Kurt Urban. Il y a quelques prothèses aussi sur son nez. Oui. J'ai adoré l'interprétation de Chris Hemsworth là-dedans. Malgré le fait que c'est pas le même acteur et Morton Joe ont réussi à trouver, à cause du costume, le masque, tout, qui ont été capables de... Ah non, c'est pas le même, j'ai même pas remarqué. L'acteur est décédé après Fury Road. Et puis, on a réussi à tout ramener un peu la gang aussi, vu que c'est un prequel à Fury Road, on a ramené toutes les têtes d'affiche qu'on a vues dans Fury Road pour ce film-là. J'ai adoré l'ambiance. On divulgage absolument rien, mais oui, ça fait bel et bien partie d'une univers de Mad Max. Moi, j'ai trippé pendant le film. Et puis, maintenant que j'ai vu ce film-là, je vais m'acheter les films en 4K. Parce que j'ai toujours aimé les films de Mad Max, mais j'ai jamais comme désiré acheter en média physique les films de Mad Max, même le coffret qui est sorti il y a quelques temps avec les 4 films de Mad Max. Pour moi, ça a tout le temps été comme lorsque j'écoutais la télévision, puis ça joue à TVA, ben, je l'écoutais. Mais pas plus que ça. Et là, je suis vraiment comme avec le film de Furiosa. C'est vraiment spectaculaire. J'ai fait un petit crack un peu au film que moi, j'aime pas vraiment. J'aime pas ce que Denis Villeneuve fait avec la science-fiction. Puis là, j'ai fait, enfin, une science-fiction avec des dunes de sable dans un monde post-apocalyptique qui est intéressant, qui est divertissant, qui est excitant. Oui, j'ai vu ta petite pique hier soir sur Facebook. Hein. On peut-tu être d'accord là-dessus pour le côté passer du bon temps si on compare les deux films de science-fiction, un est au-delà de l'autre pour passer du bon temps, être diverti? Je sais pas parce que visiblement, on n'a pas la même définition de passer du bon temps. Mais moi, j'ai été divertie autant par Dune que par Furiosa parce que c'est vrai que les deux se passent dans le désert. Les deux sont très différents quand même. Brothers, et les deux bénéficient d'une certaine façon de la même façon de filmer en IMAX. Donc, la couleur des dunes de sable puis le bleu du ciel, ça pop dans ta face. Mais l'expérience de George Miller paraît au-delà de ce que Denis Villeneuve peut faire. Peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, Denis Villeneuve aura peut-être ça, mais pour l'instant... Mais Furiosa, c'est très théâtral aussi, d'une certaine façon. Hein. Très théâtral. Il y a encore cette technique de caméra, de mouvement, pas de mouvement de caméra, mais de
d'accélération de caméra. On voit que la caméra bouge un peu plus vite que nature. Puis ça a tout le temps été dans tous les films de Mad Max. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Oh oui, c'est ça. J'ai tellement trippé sur Chris Hemsworth dans ce film-là, de ça qu'il a interprété son personnage, le look qu'il avait. Je dis à Isabelle, je dis, maintenant, je veux voir, peu importe ce qui arrive avec Pirates of the Caribbean, qu'on ramène Johnny Depp, qu'on fait un autre personnage avec Margot Robbie, quoi que ce soit, je veux Chris Hemsworth comme pirate. Je veux Chris Hemsworth comme un pirate dans Pirates des Caraïbes. Maintenant, je veux ça. Donnez-moi ça. Très intéressant. Il pourrait être très intéressant, effectivement, parce que vraiment, il a joué Thor tellement longtemps, puis après, il jouait dans des petits films, oserais-je le dire, des films de série B d'action, là, qui n'étaient pas, tu sais, Black Hat ou des trucs comme ça, ou j'ai oublié le nom, enfin bref, c'était pas terrible. Et puis là, il y a eu son dernier Thor, qui est Love and Thunder, qui était pas très, qui était pas bien monté. Et puis par égard, à certains moments aussi pas très bien écrit, ou du moins le final cut, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont gardé tous les mauvais trucs. Donc voilà. Et puis donc vraiment, je me disais bon, il s'essouffle, puis il est mal dirigé. Mais là, je veux dire de A à Z, toutes ces la DA, là, vraiment, la direction artistique sur Chris Hemsworth, les costumes, le maquillage, il change, son personnage évolue avec un style post-apocalyptique. On a une espèce de gars qui arrive, là, puis tout d'un coup, on dirait une espèce de mage blanc, un peu Gandalf le blanc, avec un nounours sur le chest. Là, après, et même ses acolytes, son entourage est très bien défini. Là. On a comme le fou du roi, on a l'historien qui se tatoue toute l'histoire sur lui. Le Nobel Zébut avec ses cornes. Oui, c'est ça. Et toute sa petite gang. Mais en même temps, forcé de croire que lorsque tu regardes le film du début à la fin, tu analyses le personnage de Chris Hemsworth, puis tu dis, c'est un bon à rien. Le gars, il a la volonté de vouloir tout avoir, mais lorsqu'il l'obtient, il n'est jamais capable de le tenir. Il n'est jamais capable de le tenir, oui. C'est un bon à rien, là. Exactement. Puis il prend des très mauvaises décisions, puis il crosse les mauvaises personnes à crosser. Puis, mais moi j'ai trouvé que c'était extraordinaire de le voir dans toute l'évolution, parce que c'est sur Furiosa, bon ben, spoiler alert, ça se passe sur plusieurs années, parce qu'on voit Furiosa jeune, tu vois ça dans la pub, tu vois ensuite qu'elle est adulte, donc à un moment donné, tu comprends que... J'ai aimé la transition. J'ai aimé la transition quand Anya Taylor-Joy a commencé à être le personnage de Furiosa. Au début, tu fais comme « OK, c'est elle, là! » Il a comme subtilement changé les acteurs dans différentes scènes pour que tu comprennes que là, on est rendu là avec l'autre actrice. C'était bien fait, ça. Puis oui, c'était super bien fait. Puis j'ai beaucoup aimé aussi son évolution de costume, puis de style et de look. Mais encore une fois, il fallait jouer le personnage de Chris Hemsworth pour ce film-là, parce que j'ai l'impression que c'est lui, là, ça se voit dans son jeu, qui s'est amusé à faire ça. Dès qu'il prend le micro, puis encore une fois, je spoil absolument rien, là, quand il prend son micro, là, genre « Ladies and gentlemen », c'est vraiment... c'est extraordinaire, puis c'est comme... j'ai presque envie d'utiliser ce terme, je vais le faire, en fait. Il a écrasé tout le monde. Il a écrasé tout le monde, même si ces personnages, les acolytes, etc., ils sont facilement reconnaissables. C'est pas des minions qui sont informes puis qui n'ont pas de personnalité à proprement parler. Ils ont tous une caractéristique spécifique qui fait en sorte qu'on se souvienne d'eux quand même assez facilement aussi. Contrairement justement à ceux qui sont dans la citadelle, les Warboys, que pendant 2 secondes, je pensais qu'il y avait Nicholas Hoult, puis finalement, c'était pas lui, tu sais. Donc, ils se ressemblent tous. C'est vraiment, eux, c'est des minions, tu sais. C'est vraiment des... Tu peux pas les différencier. C'est les Stormtroopers de cet univers-là. C'est les clones, en fait, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Puis je trouve que, justement, tu sais, ça se voit directement... Encore une fois, il a été merveilleusement bien écrit, parce que tu vois le rapport entre les sbires de Damascus puis les sbires de la citadelle, que les sbires de la citadelle, là, c'est ce qu'on appelle en bon français de la chair à canon. C'est-à-dire que c'est des numéros. Eux, ils vont
ils vont à la casse, c'est des missions suicides, ils sont trucs, voilà. Et c'est vraiment limite, c'est vraiment ça, c'est des missions suicides. Là, t'as le J'ai gars, aimé je ne dirais pas. les dépenses, autant que ça peut être difficile à voir, en même temps, c'est ironiquement comique. Tu as des passes où est-ce que tu as un gars qui est suspendu presque dans le vide, puis là, l'autre dit OK, toi, va l'aider. L'autre fait comme, tu sais, comme je veux pas mourir. Il fait comme non, non, lui, prends le grand, prends le grand. L'autre fait comme OK, je vais, tu sais. Fait qu'il y a des affaires comme ça, en même temps, tu fais comme tout, tu t'en vas te suicider, là. Tu vas mourir, là. Tu vas être le premier à partir. C'est vraiment ça. Puis, moi, j'ai beaucoup aimé cette espèce, encore une fois, un petit peu comme les Romains. Hein, les Romains, formation tortue. Bah, c'est ça. C'est un peu dans cet univers-là. J'ai beaucoup apprécié la cinématographie de ce film. Et absolument, franchement, ça va être des Oscars. Je comprends pas pourquoi Warner se fait ça à soi-même, en fait. Ce film-là, il aurait dû sortir après, parce que là, ça aurait dû sortir après Dune, parce que là, ils vont se battre. Warner va se battre, le même studio va se battre pour les mêmes catégories, aux Oscars, aux Academy Awards, aux Golden Globes, etc., parce que ils nous ont quand même offert, t'as du Godzilla aussi, versus le Godzilla et Kong. Ils ont sorti quand même 3 gros blockbusters en très peu de temps, une période de 3 mois. Qu'est-ce qu'il leur a pris à Warner? C'est pas qu'il se tire une balle dans le pied, il se vide le chargeur dans le pied. C'est n'importe quoi, je comprends pas, parce qu'ils ont sorti des films qui étaient tellement beaux, tous beaux, avec une cinématographie absolument incroyable. Puis là, ils vont tous se battre alors qu'ils méritent tous un prix, my God. Parce que Dune, tu diras ce que tu en voudras, mais tu peux pas nier que la cinématographie était quand même exceptionnelle. Hein? Dune, c'est des grands plans vides. C'est juste ça. La différence, c'est ça, moi, je t'explique, là. Tu sais, parce qu'on peut comparer les deux parce que les deux ont des mêmes genres de paysages. Dune, c'est magnifique, mais on voit une personne dans le milieu de l'écran avec un fond vide. Tandis que là, on a les mêmes genres de paysages, mais on a des armées, on a des véhicules, on a des villes, on a des scènes d'action, on a des cascades, on a des explosions, on a même un côté technique de comment la science fonctionne dans ce film-là, où est-ce qu'on voit Furiosa qui fabrique son bras, qui va utiliser différents mécanismes pour faire différentes choses avec son bras mécanique, comment réparer les véhicules, comment ils utilisent les parties de véhicules pour, un peu comme des Legos, les défaire et les remonter. Il y a tout ce côté-là technique. Le côté mécanique, puis en même temps, c'est très drôle, parce que quand tu regardes... Non, mais Dune a aussi ses différences et tout. C'est pas le même type de film. Alors, de toute façon, il y en a un, c'est une dystopie, l'autre, c'est de la science-fiction. Bref, c'est sûr que c'est pas quand on peut pas forcément les comparer sur plusieurs points, mais sur certains points, justement, comme la cinématographie et trucs comme ça, ils nous ont offert 2 choses complètement différentes, mais quand même très belles dans des environnements similaires. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Puis, dans Furiosa, justement, on retrouve beaucoup cette beauté dans le désertique, là. Il y a une beauté phénoménale. Puis il y a ce côté justement beaucoup, je dis monde infernal, pas comme le film, mais monde infernal, vraiment, c'est l'enfer. C'est l'enfer là-bas. C'est limite, j'ai envie de dire, peut-être que tu te réveilles d'un rêve parce que c'est un cauchemar. C'est un univers qui est cauchemardesque, avec toujours se battre, ça n'arrête jamais, ils se battent tout le temps, il y a toujours quelqu'un qui va essayer de faire un coup foireux à l'autre, puis ils se battent pour des broutilles, il reste rien de cette planète, puis le peu qui reste, les gens se battent pour l'avoir. Alors effectivement, c'est un univers, je trouve que Furiosa, pour ceux qui n'auraient pas vu Mad Max avant de voir Furiosa, je pense pas que c'est nécessaire de voir Mad Max avant de voir Furiosa. En tout cas, ça, c'est mon humble avis. Mais l'inverse, c'est bon, par exemple. Hein? L'inverse, c'est bon. Tu regardes Furiosa et après ça, tu regardes Fury Road. Exactement, parce que je pense que Furiosa, ça t'aide à te plonger dans l'univers de Mad Max, tel que présenté, c'était, comment dire, c'était trop dans ta face, comme ça. Là, j'ai l'impression que Furiosa, c'est l'apéritif. Ouais. C'est la mise en bouche du truc, parce que Mad Max, on arrive sur un truc qui est maximaliste. Je sais pas pour faire des mauvaises blagues, mais des mauvais jeux de mots, mais c'est vrai, Mad Max, c'est un univers qui est extrêmement maximaliste, parce que dans Furiosa, c'est un camion contre 2-3 quads, bon, des trucs comme ça. Ça, c'est bien, d'une certaine façon, puis les scènes de guerre sont beaucoup plus
épuré, je trouve. Alors que Mad Max, là, c'est vraiment, quand je dis dans ta face, là, t'as l'espèce de gros camion, puis t'as deux petits camions à côté, puis Avec les guitaristes qui lèvent les flammes, puis tout. t'as la guitare électrique, le gars enchaîné, cette guitare électrique par le cou, avec des flammes qui sortent de sa guitare. T'as des gars qui se balancent sur des espèces de poteaux qui vont d'un véhicule à l'autre. Ça passe de partout, ça explose de partout, ça bouge de partout. Puis c'est vrai que je pense que Mad Max, à cause de ça, ça a été compliqué pour moi d'embarquer parce que directement, on va sur une espèce d'abondance de trop plein d'images. Puis Furiosa, il y a une... je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans Furiosa, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué, mais au début, ça commence, on est avec un petit groupe de bikers. On a comme 4 ou 5 bikers qui enlèvent Furiosa. Là, après, on évolue, on part sur... bon, c'est ça, quand il y a une fuite, là, on part sur peut-être une dizaine de bikers. Puis après ça, on voit la horde de bikers qui s'en va vers la citadelle. On arrive à la citadelle, fait qu'on voit que c'est encore plus gros. Puis c'est comme une espèce de... C'est vraiment séquencé, quoi. Et puis ça nous amène petit à petit, c'est pas indigeste. Alors qu'effectivement, Mad Max, pour certaines scènes, certaines personnes pourraient trouver ça indigeste, mais je vous dis tout de suite, Furiosa, là, moi qui n'ai pas été une très grande fan de Mad Max, puis qui n'a pas regardé les séries de films avant non plus, je te dirais que Furiosa, ça m'a vraiment mis dedans. Parce qu'il y a une grâce dans ce film aussi, même si c'est un univers qui est dur, il y a une grâce dans ce film qui m'a beaucoup touchée. Justement de l'espoir, parce que c'est ça, hein, Furiosa, elle a l'espoir de rentrer chez elle. Elle essaye par tous les moyens. Bien évidemment, depuis qu'elle est toute petite jusqu'à l'âge adulte, elle n'a jamais oublié chez elle, elle n'a jamais oublié c'était où. C'est une histoire de vengeance aussi, elle veut se venger. C'est une histoire de vengeance, mais c'est ça. C'est aussi une histoire de... Mais je veux dire, dans le film, à un moment donné, je veux dire, elle est quand même... Dans le film, à un moment donné, en tout cas, on voit une scène cette scène-là dans la bande-annonce, mais dans le film, à un moment donné, elle est juste prête à partir sans se venger aussi, là. Tu dirais-tu que... je pense que j'en ai parlé juste peut-être 1 heure avant qu'on commence l'enregistrement là, avec Isa. Ce qui est peut-être un peu le poids lourd que l'actrice Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy. Le problème qu'elle a dû peut-être surmonter, vivre avec, c'est que son personnage ne dégage pas beaucoup d'émotions. Puisque dès le départ, ça va mal et de mal en pire pour elle jusqu'à la fin du film. Donc, elle se retrouve prise à jouer tout le temps, je m'excuse de dire ça, mais l'ado frustré tout le temps. Ben, elle joue dans le dégressif. C'est ça. Donc, ça lui permet pas vraiment d'être très expressive devant la caméra, comparativement à Chris Hemsworth, qui lui joue le clown qui n'a rien à perdre. Ben, en fait, je pense que la seule chose, c'est que Chris Hemsworth, on comprend son intention du début jusqu'à la fin du film. Furiosa, des fois, l'intention, on espère un peu parce que c'est supposé être une personne qui fait confiance à personne parce qu'elle a compris très rapidement. Tu sais, elle s'est fait kidnapper, elle s'est fait vendre, elle s'est fait échanger, elle s'est fait tout. Donc, puis elle a failli tomber dans les mains d'un vieux pervers dégueulasse. Donc, vraiment, il y a beaucoup de trucs qui font qu'elle ne devrait pas faire confiance aux gens. Puis tout d'un coup, boum, elle a des potes mécaniciens. Puis tout d'un coup, boum, elle a cette espèce d'intérêt. Ça, je l'aurais enlevé. Je pense que, enfin, je l'aurais enlevé. Oui, pas que je l'aurais enlevé, mais je l'aurais peut-être mieux monté, puis je l'aurais mieux expliqué, parce que la petite histoire d'amour, là, j'ai pas adhéré du tout. J'ai compris que, effectivement, tout le monde est un peu malheureux parce qu'on se serre un peu les coudes, parce que c'est la fin du monde, mais il n'y avait pas de... Enfin, voilà, quoi, c'est... Ah oui, les grands amours, les grands amoureux qui sont maudits, voilà. J'ai pas tellement ressenti cette flamme, quoi, qu'ils étaient supposés nous insuffler, justement à cause que l'intention du personnage de Furiosa, il était très chancelant. Je veux dire, la seule intention qu'on comprend, c'est qu'elle veut se venger, qu'elle veut rentrer chez elle. Puis après ça, il n'y a pas tellement de nuances. Je pense qu'effectivement, le personnage de Furiosa, tel qu'il a été interprété, n'était pas tellement nuancé. Et c'est probablement pour ça qu'elle s'est fait écraser par Chris Hemsworth. Parce que le seul moment qu'on lui a donné pour
nous la rendre sympathique, ça nous a pas touchés. En tout cas, moi, je sais pas pour toi, là, mais l'histoire avec son chum, là, moi, Non, mettons que tu veux couper un peu de temps, tu le coupes là. Ah bah oui, C'est ça. totalement. Totalement. Ça reste pas grand-chose au film. Là, tu t'as dit tantôt, tu n'as pas vu les films avec Mel Gibson? Non. OK, ben, je te suggère fortement, fortement de regarder les films. Le premier, je pense que, je me rappelle bien, je pense qu'il y a à peu près 5 paroles dans tout le film. C'est vraiment juste de l'exposure de scènes d'action sans arrêt. C'était une excuse pour des cascades dans le désert. C'était juste ça. Et le deuxième et troisième, ben là, on commence à comprendre plus comment fonctionne l'univers. Le troisième fonctionne plus avec l'eau. Le premier, c'est plus avec le pétrole. On comprend un peu que c'est pas longtemps après la déchéance post-apocalyptique et les gens commencent à essayer de trouver des moyens de survivre. Tandis que là, dans les deux derniers, Fury Road et Furiosa, là, on est vraiment comme rendu dans un air où ce que les gens comprennent que ça ne va jamais revenir comme avant, puis survival of the fittest, là, tout simplement. Mais les trois premiers, sans te le montrer vraiment, tu commences à comprendre où est-ce que la transition du monde post-apocalyptique, c'est plus ça. Puis en même temps, il y a une histoire qui circule, qui aurait été niée par George Miller, mais le personnage de Mad Max que l'on voit interprété par Tom Hardy, c'est lui qui fait Mad Max dans Fury Road. L'histoire que les gens passent, quand tu as vu les trois premiers, surtout le troisième, c'est que le personnage de Mad Max, interprété par Tom Hardy, n'est pas le même Mad Max que l'on voit interprété par Mel Gibson, mais il serait plutôt le jeune garçon qui prend le nom de Mad Max et qui devient le personnage de Tom Hardy, de sa façon de jouer le personnage, le fait qu'il grogne tout le temps, le fait qu'il y a le véhicule de Mad Max, parce qu'à la fin du troisième, Mel Gibson, il perd son véhicule, il ne l'a plus. Fait que quand on le voit dans le Fury Road, les gens ont commencé à dire attends, ça c'est pas le même acteur. Puis tu vois que c'est poussé plus loin dans le futur, c'est encore plus post-apocalyptique, plus pour survivre. Et puis, ouais, en tout cas, c'est ça que je te recommande de regarder les trois premiers, puis de voir un peu où ça va après. C'est vraiment spécial. Moi, je les ai toutes vus, mais encore là, je te dis, là, je vais acheter les films en 4K. C'est une Dans bonne idée. les jours qui suivent, c'est sûr et certain. Par contre, la seule affaire à part que ce que j'ai dit justement sur le personnage de Furiosa qui n'est pas assez nuancé à mon goût, il y a des moments, je ne sais pas si tu as trouvé la même affaire que moi, mais tu as des moments où ça se voit qu'il y a des scènes qui sont faites en plan large, en effets spéciaux. Un green screen qu'on appelle. Et que c'est pas juste en green screen, là, c'est comme vraiment les personnages ont été faits à l'ordinateur. Là. Oui, Quand ils regardent de loin, là, puis ça m'a fait. Je sais pas si tu as vu pour ceux qui ont vu la série Love, Death and Robots, la saison 1, tu avais l'épisode qui s'appelle Night of the Mini Dead. Okay. Puis c'est vraiment comme des petits personnages là, qui bougent vite, puis qui ont l'air complètement limite, ça fait un peu Toy Story là. Puis effectivement, il y a deux, trois moments dans Mad Max où tu as des effets spéciaux qui te sortent du film parce que c'est pas bien fait. Et c'était juste, ça dure peut-être des petits micros, 30 secondes. Là, tu sais, quand ils attrapent les gens pour la première fois, là, il y en avait un sur le toit d'un bus et puis des trucs comme ça. Puis la façon dont ils tombent, la façon dont ils bougent, c'est pas fluide comme un être humain. Donc, ça, je te dirais que c'est comme les deux seules affaires dans ce film-là que, malheureusement, l'exécution des effets spéciaux en plan large, c'était pas bien fait. Puis, exactement le personnage de Furiosa qui, malheureusement, n'est pas assez nuancé. Mais c'est tout. Pour ce qui est du réalisateur George Miller, le monsieur est rendu, je pense, à 79 ans. Il a une très bonne carrière, mais qu'est-ce que tu aimerais de voir par après de ce monsieur-là? Est-ce que tu voudrais qu'il revienne? Il parle de faire ce qu'il appelle un Wasteland, un dernier film de Mad Max. Il a parlé aussi récemment que si il se ferait approcher par Marvel, qu'il serait prêt à travailler avec Chris Hemsworth de nouveau pour faire un Thor 5. T'imagines-tu George Miller, réalisateur des films de Mad Max, faire un film de Thor? Je voudrais vraiment qu'il dirige, en tout cas sa façon de diriger Chris Hemsworth a été splendide.
Donc, je pense que ce serait une très bonne idée. Ouais. Par contre, moi, j'ai envie de voir 2 films Mad Max supplémentaires. J'ai envie de voir le Wasteland et j'ai envie de voir le Green Place. J'ai envie de parce qu'effectivement, on rentre dans une tribu, tu sais, Furiosa et qui on la voit 5 minutes chez elle, on n'a Mmh. même pas le temps de comprendre les us et coutumes de cette place-là. On comprend à peine qu'ils ont un système de sécurité qui est de, zigouiller tout le monde qui rentre dans le Avec Green une sirène Place. de police, là. Ça, c'est Avec sa petite flûte, là. ouais, non, mais Puis quand il part avec le cheval, c'est comme «Wouh!» t'as comme un son de police, c'est comme «Oh c'est my ça, God!» Ils ont même pensé à ça. c'est Oh ça. my Puis mais j'aimerais ça voir le Green Place for real. Parce qu'effectivement, puis j'ai envie de voir la déchéance aussi du Green Place parce que tel qu'on le voit dans Mad Max, you il y a can plus de never go back, right? ouais. Puis c'est vraiment tout ce que j'avais à dire sur Furiosa. Ben, écoute, on a fait, beaucoup de temps, beaucoup plus que ce que je Mhm. pensais. Mais en même temps, tu vois, on a aimé le film. On a C'est beaucoup facile aimé. de parler de ça dans ce temps-là. Fait Oui. que oui, allez voir Furiosa, Mad Max Saga. C'est Mm. un bel ajout à la franchise. C'est un Très bel ajout. prélude à Fury Road. Vous allez Mhm. comprendre que lorsque vous allez regarder les 2 films ensemble, ça fait un méga super bon film d'environ quoi, 5-6 heures à peu près. Là, si je me... Au moins 5 heures de temps à peu près pour les 2 films ensemble. Euh, Puis, on a réussi même à vraiment colmater pour que les films fitent ensemble. Dans le générique, vous allez comprendre, je vous dis absolument rien. C'est pas un spoiler, c'est rien. C'est juste que la façon qu'on a fait le film, on réussit à joindre. C'est pour moi une meilleure réussite. C'est peut-être le meilleur prequel qu'on a fait dans un film d'un univers connu. Si je compare, mettons, les prequels de Star Wars ou Oui. plusieurs autres films où est-ce qu'ils font des prequels, c'est peut-être la Oui. meilleure prequel puisqu'il s'est basé sur ce qu'il avait écrit pour pouvoir créer ses personnages de Fury Road. Donc, c'est Oui. lui-même qui avait déjà écrit l'histoire, le backstory pour ça. Puis là, il s'est juste basé sur ce qu'il avait écrit pour faire le film. Puis ça paraît. C'est comme naturel. Il aurait fait Furiosa avant et Fury Road après, puis ça aurait été les mêmes histoires. Oui. C'est vraiment bien fait pour ça. OK. Marie, merci beaucoup. Il est temps pour nous d'arrêter là. Beaucoup, Marie, pour la critique de Furiosa. Mhm. Les deux, on recommande ça. Puis, Oui. c'est ça. Fait qu'on se reparle bientôt, Marie. Je te laisse À là-dessus. bientôt. Ciao. Bye!